à tous et bienvenue à l'épisode numéro 3 du podcast 1897. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, plutôt c'est Fabrizio qui me reçoit chez lui, donc j'ai l'honneur de discuter avec Fabrizio Bassano, supporter emblématique de l'Union. Donc Fabrizio, tout d'abord bonjour, merci de m'accueillir chez toi pour cet entretien. Ça me fait plaisir, Bruno, de t'accueillir. Ça me fait plaisir d'accueillir, de participer, de contribuer à ton projet que je trouve très intéressant et en tout cas très enrichissant par rapport à l'Union et par rapport à nous, unionistes. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de gens te connaissent comme un des supporters très anciens, ou en tout cas de longue date de l'Union. Si tu es aussi un peu considéré, je dirais, comme la mémoire vivante de l'Union. Mais avant d'aborder, je dirais, tous ces sujets, je voulais qu'on s'intéresse d'abord à toi, voir un peu qui est Fabrizio. J'ai vu que tu as aussi une carrière assez longue dans le monde du cinéma en tant que réalisateur, metteur en scène. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette facette de ta personnalité, de ton parcours ? Oui, en fait, tout. Oui, enfin, c'est pas vraiment, disons, c'est complémentaire au fait d'être supporter de l'Union, mais oui, disons, en jeune homme, j'ai fait l'INSAS, et puis après, j'ai poursuivi des activités dans le monde, disons, du spectacle, en particulier de la culture, que ce soit au niveau du théâtre, du cinéma, de la télévision, au niveau des documentaires, de la production audiovisuelle. Je n'ai pas cessé de travailler dans ce domaine-là. Et en particulier, oui, c'est vrai, j'ai réalisé, mais j'ai fait des mises en scène. Je fais de la dramaturgie surtout, pour l'instant, particulièrement ces dernières années. Je me suis consacré disons, à un projet avec une amie metteuse en scène et surtout une grande pédagogue. On a fondé un studio, un atelier, qui s'appelle le studio Michael Chekhov, qui développe et qui travaille, qui propose aux gens qui suivent les stages la méthode de Michael Chekhov. C'est une méthode, ce sont des outils qui sont mis à disposition de comédiennes, comédiens, jeunes ou moins jeunes, ou même on organise aussi des stages pour des enfants ou des personnes, ou des amateurs simplement, donc des gens qui veulent découvrir le plateau, le travail sur le plateau, la présence en scène, l'être en scène, etc. Donc c'est une méthode très, comment dirais-je, immédiate et très jouissive, très jouante, on va dire. Ouais. Et ça, c'est le studio Michael Chekhov dont je m'occupe, mais c'est vrai que j'ai continué ces dernières années à avoir des activités, je dirais, professionnelles, liées en particulier donc, à la dramaturgie. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce genre d'études ? J'imagine que souvent quand on est jeune, on ne sait pas très bien où aller. Tu avais déjà des affinités particulières ou... C'est vraiment un peu le hasard qui m'a amené, je dirais, le hasard, mais aussi, l'écriture, c'était quelque chose que j'aimais, de toute façon, déjà enfant, déjà adolescent, donc j'aimais la lecture, l'écriture, etc. C'était pas quelque chose qui était totalement en dehors de mon univers. Mais c'est vrai que je me suis présenté à l'INSA, j'avais 18 ans, et que c'est quand même une école, en tout cas à l'époque, c'était une école pas seulement réputée, mais c'était assez difficile d'y rentrer, on va dire. C'est après que je me suis rendu compte que c'était difficile d'y rentrer. Quand je me suis présenté, j'ai fait les examens d'entrée, j'avais aucune idée, enfin je veux dire, j'ai vécu ça comme ça, quoi. Mais après, j'ai beaucoup apprécié les études, parce que c'était à l'époque une école peu formaliste, il y avait moyen de faire beaucoup de stages, il y avait moyen de rencontrer beaucoup de professionnels et de suivre beaucoup d'aventures, et comme étudiant, donc il y avait beaucoup d'opportunités. On n'était pas juste lié au cours de l'école, etc. Et à l'époque. Et ça, c'était très stimulant. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de travailler dans beaucoup de directions, que ce soit
sur des plateaux de cinéma ou des plateaux de théâtre. Et donc, voilà, c'était très formateur. Je dois le dire, c'était vraiment... Et donc, voilà, après, bon, c'est la vie des gens qui travaillent dans le monde de la culture, en particulier en Belgique. Voilà, c'est toujours à l'avenant, au bon vouloir du prince, aux subsides que tu trouves ou que tu ne trouves pas. Mais bon, sur 40 ans, tu construis des projets. Il y a des projets qui échouent, il y a des projets qui réussissent. Et c'est un peu... Voilà, c'est le métier. C'est le métier qui dicte ça. Et donc voilà, quoi, je dirais probablement, par exemple, tu vois, j'ai jamais... pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur la dramaturgie sonore. On est en train de faire de la dramaturgie sonore. Et j'ai jamais pensé faire quelque chose sur l'Union, et au cinéma non plus, ou en documentaire non plus. Hein. J'ai collaboré à des documentaires sur l'Union, notamment celui avec Eric. Hein, et voilà. Mais c'était... donc tous ces documents... Enfin, j'ai collaboré sur ces documentaires, mais je me suis jamais dit je vais en faire un. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était, si tu veux, très compliqué pour moi, vu mon niveau d'implication dans le club, aussi le niveau, si tu veux, quelque part, ce que je mettais derrière tout ça, c'était très très compliqué. J'avais pas assez de recul. J'avais pas assez de recul pour entreprendre un projet artistique autour de l'Union, notamment en termes de cinéma, par exemple. Ce qui n'est pas la même chose avec l'écriture, puisque j'ai collaboré, j'ai contribué, j'ai initié aussi des projets d'écriture, de publication autour de l'Union. J'ai participé à d'autres, aussi à des expositions, évidemment, avec, disons, mon ami Yves, et complice Yves, qui est le grand Manitou des archives de l'Union Saint-Gilloise, Yves Van Akeleyen, et puis avec Philippe Dieu, qui est le graphiste. Enfin, on forme une équipe à trois. On a quand même déjà on a déjà commis quelques crimes, quelques ouvrages ensemble. Et donc il y a une belle dynamique de travail qui s'est installée depuis maintenant longtemps. Et c'est vrai que c'est différent. C'est différent. Parce que tu as le temps, si tu veux, comment dirais-je, de mettre en place, que ce soit une exposition, comme celle qu'on a fait. En fait, on en a fait deux pour les 125 ans. On en avait fait une pour les 110 ans du club. Et aussi, et les publications aussi. Donc, voilà. Ce sont des projets sur lesquels j'ai beaucoup aimé travailler, parfois coordonner, et en tout cas contribuer. Parce qu'aussi c'est des projets collectifs. Voilà, et donc ça c'est très très important, à mon sens, surtout quand on parle d'unionisme, et quand on parle de son amour pour un club, de sa passion. Quand on interroge l'histoire, quand on interroge le présent aussi, le passé et le présent, de ce que c'est de supporter le club et de pourquoi on le supporte et de comment on est arrivé là. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment une matière qui est très riche, et en même temps, il faut, si tu veux, trouver chaque fois la manière de la raconter, la manière d'arriver, si tu veux, à l'essentiel. Donc, c'est un peu ça le principe, finalement, dans un travail, quoi, d'écriture, de recherche, qu'il soit filmique, sonore ou en papier, quoi, enfin en publication, quoi. Et est-ce que tu as encore, par rapport au futur, tu as encore quelques projets dans les tiroirs sur lesquels tu voudrais travailler, qui sont liés à l'Union? Oui, j'en ai un qui est en cours, mais qui part de l'Union, mais qui est plus vaste, on va dire. Plus vaste, qui va s'élargir un tout petit peu, le champ va être un peu élargi. Et pour lequel j'ai déjà un éditeur, Gilles Martin, avec qui je collabore, je travaille, et on est en train d'élaborer ce projet ensemble.
Là, pour des raisons personnelles, familiales, etc., ce projet a pris un peu disons, un tout petit peu de recul, de retard. Mais c'est pas un projet lié en tout cas, il n'est lié ni lié à l'actualité. Hein, par exemple, comme les publications auxquelles j'ai, entre autres, une d'entre elles j'ai participé sur fin de saison, tu vois, sur je dirais la publication de la saison, on va dire un truc, hein, ou sur les livres que nous avons édités. Le premier, c'était pour célébrer les 100 ans du premier titre, en 2004, pour 1904-2004, et puis de là, il y a eu les 120 ans, le livre des 120 ans, et puis le livre pour les 125 ans. Voilà. Et donc, chaque fois, voilà, c'est des initiatives quand même qui viennent de supporters, hein, il faut le dire, et puis parfois elles sont relayées par le club, parfois c'est pris en charge uniquement pour les livres par les 120 ans, en crowdfunding par les supporters. Donc 125, c'était officiellement le livre du club, et pour en 2004 aussi. Hein, c'était un livre qui était une commande du président de l'époque, M. Ravasio, donc qui était un accord qu'on avait. Voilà. Donc chaque fois, il y a voilà, là, c'était des opportunités liées à des moments, à des célébrations, on va dire. Mais ici, ce livre-là, non. Donc, finalement, il peut prendre du temps, il prendra du temps à être élaboré, ce sera un peu différent, parce que ce ne sera pas quelque chose qui sera uniquement lié à l'histoire du club, etc. Mais il affrontera ça, mais de manière très particulière, je ne vais pas le dévoiler. Non, mais voilà, garder cette surprise, mais en tout cas, oui, bien sûr, j'y travaille dessus, et puis voilà, quoi. Enfin, on a quand même... Ça a quand même été très dense, hein, ces 2 dernières années. Le travail est lié notamment, il y a 2 ans, c'est une année très dense. Hein, il y a eu la publication, 2 expositions, je dirais la manifestation, disons, à la commune de Saint-Gilles, avec la grande fête, etc. Je dirais donc, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés pour célébrer les 125 ans. Je veux dire qu'après, j'étais un peu saturé. J'étais un peu saturé parce que c'est très prenant. C'est pas des choses qui s'organisent en 2 jours, et c'est des choses qui demandent une implication. C'est un investissement en temps. C'est un investissement en temps énorme. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, moi, ça m'avait frappé par rapport au livre des 120 ans, justement, le fait qu'il soit financé quelque part par les supporters. Je pense que c'est aussi typique un peu de l'esprit union, je pense. Hein. C'est pas anodin, c'est probablement pas un projet qui aurait pu être réalisé dans n'importe quel club. Là, on voit vraiment l'aspect solidarité des supporters de l'Union qui... Oui, je pense que ça doit exister dans d'autres clubs aussi, tu vois, c'est pas... Mais je veux dire, c'est vrai que, en tout cas, il faut quand même se rappeler que ce livre est sorti avant l'arrivée des nouveaux investisseurs anglais. Avant. Donc comment dirais-je, c'est l'époque avant, quoi. Mais en même temps, aujourd'hui, bon, en plus c'est un livre assez particulier parce que, je dirais, il est assez atypique, hein, je crois. Il est assez unique dans le genre de livre par rapport à un club, etc. Parce que, justement, il n'est pas... Et le livre des 125 ans, on a essayé de faire quelque chose qui était un peu différent, hein, qui était un livre qui avait plus une structure de récit historique, hein, par période, on va dire. Donc il y avait un fil rouge qui était beaucoup plus classique, on va dire. Hein. Voilà. Tandis que le livre des 120 ans, c'est un livre éclaté, à plusieurs voix aussi, comme le livre des 125 ans, mais vraiment des voix très différentes, hein, même dans l'écriture, dans le sujet qui était abordé, etc., par rapport à l'union et à l'unionisme. Et donc c'était un livre assez particulier. Et le fait que, voilà, on a fait aussi en crowdfunding, et puis bon, il était quand même publié à la Renaissance du livre, hein, tandis que bon, le livre des 125 ans, lui, il a été publié chez Kennes, mais disons le fait, l'origine même du bouquin et sa genèse et tout a fait que on en a fait un nombre, finalement un tirage pour les livres des 120 ans très limité. Et ce tirage, en fait, il a été très vite, mais vraiment très très vite épuisé, puisqu'il y avait déjà eu ceux qui avaient contribué
au financement du projet. Et puis, les autres, voilà, donc on en avait fait. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc on parle d'il y a 7 ans, on va dire, à l'Union, il y avait, je ne sais pas moi, si mes souvenirs sont bons, ça doit être entre 500 et 600 abonnés, quoi, tu vois. Aujourd'hui, on est entre 5000 et 6000 abonnés. Et donc, il y a quand même un monde, quoi, une différence aussi. Hein. Donc, et puis bon, je me suis aussi rendu compte, alors bon, le podcast c'est plus immédiat, évidemment. Le film aussi, les films, voilà, ça passe à la télé, etc. C'est un documentaire, ça a une autre résonance, évidemment, c'est un autre écho, une autre, voilà. Donc c'est le documentaire d'Éric et de Didier, hein, voilà, qui était... c'est un des derniers qui ont été faits, qui était vraiment fabuleux, magnifique. Un des seuls d'ailleurs. Il y en a eu quelques-uns, hein, mais il n'y a pas beaucoup de projets, disons, de documentaires télévisuels sur l'Union. Sur les 20 dernières années, il y en a eu 3, je crois. 3. Donc, mais donc, ça, évidemment, le livre, c'est un peu différent. Parce que le livre, aujourd'hui, malgré tout, les gens lisent moins, et donc ça. Et puis surtout dans un club de foot, c'est pas dit que parce que tu es sympathisant, ou même que tu es abonné, ou même que tu es acharné supporter, tu vas nécessairement t'acheter le livre du club, le livre sur l'histoire du club, etc. quoi. Ça reste quand même, comment dirais-je, je dirais une niche. Une niche. Hein. Là maintenant, l'ami Serge, avec Philippe, justement notre graphiste, qui est aussi Extrabol, qui est éditeur pour ce bouquin-là, donc va sortir une bande dessinée, 1h60, hein, donc voilà. Ben, là aussi, si tu veux, voilà, c'est un projet, mais c'est un projet de niche aussi, hein, on est d'accord. Donc où la qualité est importante, et je suis certain que c'est un ouvrage, ça va être un très très bel ouvrage, et donc forcément, mais l'écriture, tout ce qui est publication, aujourd'hui, ça reste quand même, voilà, c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes ou 20 000 ou 30 000 personnes dans un stade, d'ailleurs, les chiffres de vente des livres, même qu'ils soient des autres clubs plus, disons, huppés que nous, ou avec plus de supporters, c'est pas nécessairement, et ça se multiplie pas. Hein, c'est pas parce que tu as 300 000 supporters que tu vas avoir 30 fois plus de livres vendus. C'est dommage à dire, mais c'est comme ça. Tout simplement, c'est des objets qu'il faut avoir l'envie de feuilleter, l'envie de lire, l'envie de regarder. Ça demande, c'est un effort supplémentaire. C'est vrai que c'est plus facile d'écouter un podcast ou de regarder un documentaire à la télé que de se plonger dans un bouquin. Puis tu as un lien immédiat qui est différent. Un lien immédiat qui est différent. Je disais ça parce que c'est important qu'il y ait des projets comme le tien, qu'il y ait des projets audiovisuels, qu'il y ait, si tu veux, des ouvrages qui sortent, etc. Parce que ça... Il y a du sens, ça fait partie de ce renouveau, de cette renaissance de l'union, de l'unionisme. Hein. Et donc, et plus de voix il y a, plus de témoignages différents, avec différents médias. Hein. Même des témoignages aujourd'hui avec les photos, les trucs, enfin, tu vois, sur Instagram ou les réseaux sociaux, ou Facebook, ou peu importe. Mais je veux dire, c'est important parce que pour les gens qui suivront, les unionistes dans 50 ans, il y aura des traces. Et au travers de ces différentes traces, les bouquins, le son, l'audiovisuel, etc., ils auront les différentes couleurs. Hein. Voilà, l'histoire de l'union, de l'unionisme, du supporterisme à l'union, sera racontée de différentes façons. Et ils auront ce témoignage-là. Que par exemple, nous qui nous intéressons à l'histoire de l'Union, on a malgré tout des sources, mais il n'y en a que très peu de sources. Elles sont connues. Alors parfois on trouve, ça est arrivé avec Yves récemment, on trouve des témoignages, des choses de gens dont l'arrière-grand-père ou le grand-père vient de décéder, et son père déjà, dans les tiroirs, ils ont trouvé des choses sur l'Union, etc. Et il y a des cahiers que cette personne qui maintenant avait 90 ans, peut-être quand elle était enfant, avait récolté des photos, des articles de journaux, etc. Enfin, donc il y a des traces
des choses qui sortent de l'histoire, qui ressurgissent tout le temps, quelques-unes, pas souvent, mais il y a des choses qui ressurgissent, tu vois, et qui permettent de comprendre un peu, voilà, comment, à l'époque, les gens n'avaient pas, évidemment, le monde digital que nous avons aujourd'hui, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sur un cahier, ils collaient des articles de journaux, des photos Panini, et ils notaient à la main les résultats ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est très intéressant, évidemment. Voilà, ça raconte quelque chose par rapport à une histoire à un moment donné et un supporterisme de l'époque, des années 50 ou des années 40 ou 30, tu vois. C'est vraiment, voilà. Donc, mais c'est vrai que quand on va derrière, quand on remonte dans le temps, on peut se poser la question. Il y a quand même, c'est étonnant, il y a très très peu d'images filmées de l'Union. Il y en a très très peu. On a trouvé, nous, et à l'Expo, on l'a projeté, et j'en parle dans le bouquin des 125 ans, on en parle d'un film qui tout à coup montre, assez long, qui montre l'Union 60, lors d'un derby, mais c'est extrêmement rare, mais quand on remonte avant, il n'y a rien. Il y a des photos, il y a des gens, mais c'est-à-dire qu'on manque de sources, on manque de photos. Par exemple, on sait par des articles que de l'époque, donc que normalement des opérateurs pâtés venaient de Paris filmer le grand match au Racing Union, ou Union Racing, maintenant je me souviens, ou Union Racing, qui était le match qui devait donner le titre avant la Première Guerre mondiale. Puis ce match a été annulé et reporté, et on ne sait pas ce qu'est devenu cet opérateur pâté, est-ce qu'il est revenu, est-ce qu'il a filmé le match après ou pas, etc. En tout cas, il y avait des opérateurs, si des gens se déplaçaient de Paris pour des matchs, ça veut dire que c'était pas quelque chose qui était... Enfin, ils le faisaient de temps en temps, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas de trace de ça, même dans les archives de l'INA ou dans les archives en Belgique, etc. Tu vois. Donc, c'est très compliqué. Donc, peut-être qu'il y a des bobines quelque part qui sont enfouies quelque part, qu'on a oublié de noter ce qu'il y avait dessus, tu vois, etc. Et qui sont des bobines d'opérateurs de l'époque. En plus, bon, le film de l'époque, il faut quand même savoir que c'est quand même c'est encore la péloche qui brûle, donc c'est des trucs inflammables, c'est des choses super fragiles, etc. Mais c'est pour dire que malgré tout, c'est très très compliqué d'avoir des images de l'époque, des témoignages, et même des témoignages. On a évidemment le football qui était l'hebdomadaire de l'Union, qui était l'ancêtre de la butte, on va dire, avant la butte, et qui, dès les années 1906, 7 maintenant de mémoire, 6 ou 1907, a commencé à être publié, et où on a quand même la trace de la vie du club. Donc la vie du club, et dans ce sens-là, où il y a effectivement le football en premier plan, les équipes d'âge aussi, mais il y a aussi donc la vie sociale, on va dire, les événements, les fêtes, les soirées solidaires, etc., qui existaient déjà à l'époque, et aussi la vie des autres sections sportives. Parce qu'il y a eu d'autres, dans le temps, il y a eu d'autres sections sportives, et dès le départ, en tout cas, l'Union avait une section football et une section course à pied. Donc, c'était dès le départ. Donc, c'est pas du tout par hasard que quand le stade d'Uden, quand au Duden ils ont construit le stade, le stade du Pas, le stade d'Uden, à l'époque ça s'appelait comme ça, le Pro en 1919, ils ont pensé à faire une piste d'athlétisme. Parce que ce sport c'était un des sports du club. C'était un des 2 sports importants du club. Après, il y a eu des sections de volley-ball, de basket notamment, de volley-ball aussi, etc. Il y a eu d'autres sections sportives dans le temps qui se sont déclinées, on va dire. Et quand on voit, par exemple, la façade qui est classée, la façade qu'on voit aujourd'hui du Duden, elle date de 1926, et quand tu vois les bas-reliefs qui ont été faits, les sculptures, ça représente à la fois le football et l'athlétisme. C'est bien la preuve que dès le départ, et donc là on est, je dirais, une trentaine d'années après, à peu près 30 ans après la fondation du club,
que ces deux sports sont les sports rois. Donc il y a une tradition, tout ça, c'est des choses que quand tu as ce football qui était cette publication qui permet malgré tout d'avoir une trace de compte rendu de match, de l'ambiance de l'époque, voilà. Après, bien évidemment, c'est une source. Après, tu as d'autres sources, tu as la vie sportive, qui était l'organe officiel de la fédération belge. Tu as aussi parfois les journaux, parce que si au départ, il y a très peu de traces sur enfin, il y a très peu c'est vraiment très petit dans les journaux, les résultats de foot, hein, pas juste pour l'Union, les résultats de foot en général. Très vite, le football, mais vraiment très très vite, en quelques années, est devenu le sport roi, on va dire. Et donc forcément, après, on trouve de plus en plus de journalistes qui suivent, et donc de comptes rendus de matchs dans différents journaux. Hein. Donc ça, évidemment, ça permet. Mais ça reste des comptes rendus de matchs. C'est pas nécessairement des... Enfin oui, ils traduisent parfois l'ambiance qu'il y avait dans les stades, le truc, etc. Parfois la couleur, hein, entre supporters, etc. Oui, mais... Et ça, c'est intéressant. Mais voilà, c'est pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, malgré tout, n'importe qui peut tout à coup construire un témoignage autour de sa passion, de l'Union, de comment il vit le match. D'ailleurs, il y a des blogueurs qui ont fait ça aussi sur l'Union. Il y a des gens qui viennent de l'étranger pour filmer, tu vois, qui se filment à l'Union pendant qu'ils voient le match, ou ailleurs, hein, ou dans d'autres stades. Donc ça veut dire que, en fait, c'est devenu beaucoup plus, comment dirais-je, fréquent. Et donc on a des... C'est aussi un peu la technologie qui a permis ça aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, allez, tout le monde peut, ouais. Le matériel est accessible à tout le monde et finalement bien sûr, ça a démocratisé, je dirais, la création de contenu. Bien sûr, et ça aussi, c'est tout ce monde digital a conduit aussi, par exemple, à la disparition du journal La Butte, le papier, et du journal tout court, parce qu'il n'y avait plus la nécessité du match day programme, comme on dit, et aussi d'avoir ce support-là, hein, qui était quand même quelque chose, il y a encore 20 ans, qui était quelque chose que les gens recherchaient. Donc, le jour de match, les gens achetaient La Butte, voilà, ils allaient acheter leur hamburger, et ils avaient La Butte, leur bière, et ils regardaient le match dans les pourtours du Parc du Den, quoi. Oui, puis il y avait une époque aussi où les gens, enfin, si les gens n'allaient pas au stade, ils ne voyaient pas le match. Aujourd'hui, voilà, n'importe qui peut voir le match à la télé. C'est vrai. Disons que dans le cas de l'Union, c'était d'autant plus vrai qu'on joue en troisième division, quoi. Donc, la plupart du temps, non. Et même en deuxième division, les matchs n'étaient pas diffusés. Donc, par contre, pour l'équipe de première division, c'était un peu différent. Et ça, c'est évidemment parce que presque pendant un demi-siècle, l'Union n'a pas joué en première division, quoi. Et c'est justement à l'apparition, enfin, justement au moment où le football est devenu de plus en plus présent sur les écrans de télévision, les années 70. Voilà, donc, d'ailleurs, voilà, donc ça c'est juste une remarque, mais c'est une remarque qui est importante par rapport à l'histoire du club, tu vois, parce que c'est pas par hasard que l'Union a décliné à ce moment-là, au niveau, je dirais vraiment comme projet sportif, et aussi comme projet de club, si tu veux, parce que tout simplement les dirigeants de l'époque, depuis quelques années déjà, ne comprenaient pas les mutations, le changement de peau du football. Pas seulement du football joué sur le terrain, hein, donc le football total des Hollandais, par exemple, tu vois, l'Ajax et tout, mais aussi l'organisation du football, la gestion, l'apparition des sponsors, la figure du mécène entrepreneur qui devient le président d'un club, tu vois, qui, hein, je veux dire, à la Van den Stock, on va dire, hein, donc, mais pas que lui, en Europe, partout, beaucoup de figures comme ça, et puis le sponsoring sur les maillots, etc., etc. Et ces choses, toutes ces transformations, et les transformations dans les méthodes d'entraînement et de jeu, tout ça, donc ce passage au professionnalisme n'a pas été effectué à l'époque, où il a été raté, on va dire. Parce que, force de constater, parce qu'on est descendu très vite, on a presque fait faillite, de facto on était faillite, on a été sauvé de la faillite, et puis on a vécu
ce long déclin parce qu'on a subi évidemment les contre-coups financiers de ce problème, et le fait après de ne pas trouver, de trouver surtout le soutien, je dirais, de la commune de Saint-Gilles, qui a permis au club de se maintenir, de continuer à exister, mais évidemment avec des moyens limités, etc. Et aussi, c'était très compliqué, si tu veux, le sponsoring, etc. Le passage au professionnalisme n'était plus vraiment faisable, quoi. Il a fallu attendre toutes ces dernières années pour avoir de nouveau ce changement. Ouais. Et je dois dire que on a vraiment... Parce qu'il y avait un passage entre un ancien monde et un nouveau monde, et que donc des nouvelles formes de gestion du football qui n'ont pas été comprises, tu vois. Et ce qui est bien maintenant, c'est que avec le processus qui s'est mis en route vers le football professionnel, de ces, disons, 10 dernières années maximum, en tout cas, avec les investisseurs anglais, est arrivé aussi un savoir, un know-how, une connaissance du football d'aujourd'hui, de la gestion du football d'aujourd'hui. Pas seulement de la gestion financière, évidemment, mais aussi de la gestion sportive, notamment l'analyse des datas, etc. etc. Donc il y a des compétences qui sont arrivées qui n'étaient pas là. Et en fait, l'Union s'est trouvée, voilà, paradoxalement, 50 ans après, s'est trouvée en avance par rapport à d'autres clubs, alors qu'il y a 50 ans, elle était en arrière. Aussi, je pense, ça c'est une bonne opinion, elle était aussi en arrière parce qu'elle vivait sur son vécu. Donc parce que les dirigeants de l'époque étaient, notamment le président Émile Lance, mais aussi les autres dirigeants de l'époque étaient des personnes qui... Émile Lance, c'est un des grands joueurs de l'Union, une des grandes personnalités de l'Union, déjà avant la Première Guerre mondiale. Il a fait ses classes d'âge scolaires, à l'Union et tout. Il a été en équipe première, il a gagné les titres, après la guerre il était dans l'équipe qui a été championne olympique pour la Belgique. Donc tu parles quand même d'une personnalité du football des années 10, 20 en Belgique. Okay. Et là tu parles de quelqu'un qui est à la tête du club dans les années fin 50, 60. Donc, c'est-à-dire 40 ans après, avec un football qui est en train de changer, qui a complètement changé, à la fois dans sa nature, comme je disais tantôt, d'organisation économique, de gestion, mais aussi dans le mode de pensée, dans le mode d'entraînement, etc., etc. Le football que lui avait connu comme joueur n'était plus le football qui était pratiqué. Il ne jouait plus avec, quoi, on va dire. Et je pense que lui, et puis les autres membres du comité, étaient des gens qui étaient encore, comment dirais-je, il y avait certainement, il a dû y avoir un péché d'orgueil, quoi, par rapport à l'histoire de l'Union, parce que quand même, à l'époque, dans les années, même dans l'après-guerre, 40-50, même si l'Union connaissait des difficultés, commençait à connaître des difficultés, c'était quand même, ça restait le club le plus titré de Belgique, ça restait le plus grand club de Belgique. Donc il faut bien se rendre compte qu'on ne parle pas d'un club marginal, etc. On parle du plus grand club de Belgique, le plus titré, le plus suivi. Et donc, ils se sont probablement enfermés dans leur château fort, et ils se sont dit dans leur tour, dans leur donjon, ils ont dit ici nous on sait ce qu'on fait parce que nous on connaît le football, tu vois. Oui, vous le connaissiez, mais vous ne le connaissez pas, parce que le football change. Un manque de vision en fait. Oui, et puis c'est vraiment des époques, quoi. Et je pense que dans les clubs de football, il y a ça aussi, il y a des périodes, etc. Et s'il y a des clubs qui continuent à être toujours en avant, c'est parce qu'ils arrivent à renouveler leur cadre dirigeant et aussi à s'adapter aux changements. Voilà. Il y a des changements aussi en termes, je prends un changement que tout le monde peut comprendre, que tous les auditeurs peuvent comprendre, l'arrêt Bosman, je veux dire, ça change dans les années 90, ça change complètement la donne, ça change tout dans l'organisation du foot. Donc forcément, il y a aussi ça qui entre en ligne de compte dans l'organisation des choses. Et puis bon,
on était parti de l'évocation de la télévision, des matchs télévisés ou pas. Et bien, évidemment, la télévision a eu un impact très important, à la fois parce qu'il a amené une visibilité ailleurs, supporterisme qui a été relayé maintenant par les médias, etc., par les réseaux sociaux, parce qu'il y a un supporterisme à distance qui se crée dans le monde. Oui. Je ne parle pas de l'Union nécessairement, mais je parle des autres grands clubs, tu vois, qui ont des supporters à Singapour, à Bali, à Bangkok, oui. à Ottawa au Canada, qui n'ont jamais assisté à Sao Paulo, oui. Enfin, tu vois, voilà. Parce que ça crée ça, évidemment, comme phénomène. C'est comme caisse de résonance. C'est assez surprenant, mais c'est ça, en fait. Et la télévision, les images arrivent partout, maintenant, etc. Donc, il y a cet enjeu-là, aussi, je dirais bêtement économique, et puis la télévision, je dirais, a empiété sur le football et quelque part est en train de définir les règles du football, parce que la VAR, c'est une invention de la télévision et ça transforme complètement le jeu. C'est en train de transformer le jeu et la télévision dicte, tu vois. Donc il y a un moment donné, il est possible qu'ils arrivent à dire il faut des pauses techniques. Le coach peut demander un time-out comme au basket. Tu vois. Pourquoi ? Parce que ces 2 minutes-là, on va passer de la publicité. Voilà. Et on va couper le jeu comme ça. Il y a vraiment une emprise du monde. Ingérence des médias dans le sport. En fait. Et en tout cas, la télévision façonne beaucoup le sport. Ouais. Bien entendu, notre sport, on va dire. En tout cas, le sport en même temps, de haut niveau, le sport professionnel. Il se permet de le faire parce que c'est la télévision qui finance, en fait, quelque part aussi. Ça représente une bonne partie des revenus des clubs. Bien sûr. Mais oui, mais c'est évidemment, c'est ça aussi, c'est que les clubs ne veulent pas... parce que, même à l'Union, les revenus de télévision sont importants, tu vois, parce que, indépendamment du fait que notre stade est limité, donc le nombre de places est limité, etc., bien entendu. Mais au-delà de ça, même si tu avais un stade, le futur stade, mettons, le nouveau stade, qui se fasse et qu'il y ait 15, 17 000 places, c'est pas avec ces 15, 16, 17 000 places que tu vas financer ta saison. Tu comprends ? Donc la télévision reste quelque chose de très important, d'autant plus que les sponsors, ils arrivent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la télévision, il y a des images. Tu vois, parce que sinon, pourquoi je devrais pas ? Juste pour les gens qui vont au stade voir la pancarte, la banderole, avec le nom du boucher du coin, aussi sympathique soit-il, salut Gaston, mais c'est pas, tu vois, c'est pas possible, c'est clair. Bien entendu, c'est pas possible. Ouais, c'est intéressant. Si on revient un peu, je dirais à toi, si mes renseignements sont bons, j'avais lu quelque part que la première fois que tu étais venu à l'Union, tu étais enfant, 1971, c'est possible ? Plus ou moins, au début des années 70. Oui. Comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivé, en fait, à l'Union la première fois ? Tu t'es venu avec on arrive toujours, tes parents, avec des amis, ou comment c'est arrivé, en fait ? C'est avec mon père, un ami de mon père, qui était un grand supporter de l'Union. Lui, vraiment, mon père n'était pas un supporter de l'Union, je veux dire. Donc, mais c'était, on va dire, un sympathisant. Mais oui, c'était l'opportunité, mais l'ami de mon père était un grand supporter de l'Union, et donc c'est comme ça que j'ai connu le Parc du Daigne, encore quand l'Union jouait en première division. J'ai vécu intensément les matchs, parce que j'en ai le souvenir, mais par la suite, si tu veux, tout ça s'est décanté, évidemment, dans le temps, tu vois. Donc, alors, il y a des jeunes, des enfants qui viennent régulièrement via leurs parents, voilà, ou la famille, ou des amis de famille, et puis qui restent, etc., etc. Il y en a d'autres qui disparaissent, on va dire, qui prennent une vacance, on va dire. C'était mon cas. Et puis après, tu reviens, à un moment donné, quand tu aimes le foot, tu reviens, effectivement. Et je ne suis pas revenu parce que je n'ai pas attendu le retour de l'Union en première division pour revenir à l'Union. Mais voilà, je suis revenu par la suite, lorsque j'étais déjà jeune homme, tout simplement parce que c'était un moment où j'ai commencé à retravailler, à revivre sur Bruxelles, on va dire, et que à ce moment-là, via les amitiés en ville,
les connexions, les gens, etc. Je me suis retrouvé au Parc du Den et j'ai revécu immédiatement, disons, ce que tu avais vécu en étant voilà, enfant. C'est ça, quelques années auparavant, et je me suis retrouvé directement, tu vois, donc je dirais que... Et alors, après, ça prend toujours un peu de temps, mais très rapidement, là, à ce moment-là, je suis devenu un supporter acharné. Donc, je dirais que je suis un supporter acharné, donc, du style... Tous les matchs à l'époque, je faisais tous les matchs, même amicaux, en déplacement, tous les trucs, l'intersaison, enfin, tout. Et nous étions en 3e division, hein, voilà. Et c'est il y a une trentaine d'années, quoi. Je veux dire, en gros, une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, voilà. Et ça, c'est le moment où je suis revenu de manière très, comment dirais-je, très assidue. Et je me suis impliqué aussi, dès le départ, très rapidement. J'ai essayé de m'impliquer dans la vie du supporterisme, mais aussi voilà, après, par moment, on s'est croisé avec le club et j'ai participé à des activités sur la butte ou d'autres choses, enfin, du club, tu vois, donc, mais voilà, donc j'étais, bon, après, c'est un peu ça, quoi, je veux dire, bon, c'est vrai que enfant, tu gardes des impressions, et après, qui te restent dans la mémoire, hein, donc la mémoire des choses. Ce qui était très frappant, c'est que quand je suis retourné à l'Union dans les années 90, c'est la période, disons, la plus creuse parce que même dans les années 80, il y avait encore du monde qui allait au stade à l'Union. Il y avait encore la vieille génération qui allait au stade. Et donc c'est vrai que le déclin était amorcé, mais c'était un déclin qui était en route, on va dire. Mais dans les années 90, le déclin s'est consommé. C'est-à-dire que à un moment donné, fin des années 90 surtout, dans la deuxième moitié des années 90, vraiment le stade s'est vidé progressivement. D'une part parce qu'il y avait une vieille génération qui disparaissait ou qui venait plus, on va dire. On était en 3e division, etc. Une année en 2e division, on est redescendu tout de suite. Donc, et puis de l'autre côté, voilà, il y avait des jeunes qui venaient, qui étaient souvent des jeunes issus de familles unionistes, on va dire. Donc, mais tout ça, je dirais, ne suffisait pas à remplir de nouveau le stade comme c'était jadis. Hein, voilà. Et donc, mais c'est un lent et long déclin. C'est pas quelque chose qui s'est produit en une saison. Ça s'est produit sur une génération de supporters, on va dire, sur une génération de supporters. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est les moments les plus... Donc, le choc, c'est l'image que j'avais, que je voulais traduire au niveau du son pour que les gens aient une image, c'est qu'il faut s'imaginer que quand tu es enfant, moi j'ai le souvenir qu'il y avait tellement de monde ce jour-là, à un match de championnat dans les années 70, début septembre, donc on était en D1, donc on m'a fait descendre sur la piste d'athlétisme avec d'autres enfants parce que il y avait trop de monde, ça devenait dangereux. Et puis tu retrouves cette même tribune qu'on appelle Est aujourd'hui, hein, on appelait les pourtours à l'époque, et quand tu la retrouves, jeune homme, tu la retrouves avec 500, 600, 700 personnes, 1000 quand tout va bien, je dirais donc, on va dire, donc des groupes très dispersés, on va dire. Donc c'est un choc visuel qui est très, très frappant. Et par contre, le stade, lui, il respire. Et comme je dis toujours, tu dois avoir le kick dans un stade. Hein. Voilà, ça c'est mon maître mot, mais c'est vrai. Et quand tu l'as, tu l'oublies pas. Tu sais que tu appartiens à ce stade, à cette équipe, à cet endroit, à ce stade-là. Et le cadre, évidemment, joue beaucoup. Et encore aujourd'hui, le cadre joue beaucoup. Parce que finalement, quand on rentre dans le stade et on le regarde, le coup d'œil est le même qu'il y a plus de 100 ans. C'est exactement le même coup d'œil. Il y a quelques sièges qui ont été rajoutés, ça a été un tout petit peu mis en ordre, un peu modernisé, un peu, voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait des plantes qui poussaient de partout derrière les buts, etc. Et c'est le même coup d'œil, parce qu'il n'y a pas d'autres tribunes, on n'a pas construit sur ça, etc. Le cadre est le même, avec le parc derrière, etc. Et ça, je pense que ça joue beaucoup en tout cas pour certains, je ne dis pas pour tous, je peux le comprendre, tout le monde n'aime pas ça, mais ça joue beaucoup
dans le fait de revenir dans un stade et même quand on connaît personne, on arrive à l'Union, il y a ce cadre-là, il y a l'ambiance que les supporters traduisent, qu'on traduisait déjà à l'époque, parce que c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on a traduit à l'époque, nous, et c'est ce qu'on a recueilli des plus anciens. Donc il y a une tradition qui s'est installée, et donc on traduit cette bienveillance, cet accueil, sans discrimination, sans racisme, voilà, ce partage, tout le monde est bienvenu, et cette chose se ressent. Et ça fait partie aussi, il y a le cadre qui joue. Ouais. Il y a le cadre qui joue, je crois, je pense beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu parles justement, tu évoques certains points qui pour moi sont un peu les fondements je dirais des valeurs de l'union, l'ouverture sur l'autre, la mixité, la bienveillance. Qu'est-ce qui a fait d'après toi quelque part le fait que ces valeurs soient restées dans le temps? Parce que elles étaient là déjà à la base, et au fil des générations, on a des nouveaux supporters, mais finalement l'esprit reste le même, alors qu'on pourrait très bien... Je prends un exemple, on a le succès de l'Union depuis maintenant 3 ans, il y a beaucoup de nouveaux supporters, c'est une bonne chose pour le club, mais quelque part, la greffe, entre guillemets, j'ai l'impression qu'elle s'est faite, et il y aurait pu avoir un risque justement d'avoir des nouveaux supporters qui arrivent et qui changent quelque part un peu l'état d'esprit. Donc qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit reste le même à l'Union? Mais je pense que c'est parce qu'ils viennent parce qu'il y a cet état d'esprit-là, tu vois. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un climat, une ambiance. Il y a le cadre, il y a le climat, l'ambiance, il y a comment les supporters vivent le match, comment ils se comportent. Et ça, c'est quelque chose qui attire. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu inné, qui passe de génération en génération. Ouais. Alors, évidemment, ça se traduit aussi parce qu'il y a des filiations dans les générations, bien entendu. Donc, tu viens avec tes pères, ta mère, tes grands-parents, les amis du quartier, etc., plus âgés, et tu vas plus facilement reproduire ou retranscrire les choses. Tu vois, l'enseignement, la manière de vivre le match, la zouance, l'ironie, le fait qu'on n'ait pas joué pendant un demi-siècle chez les professionnels, ça joue aussi. Parce que ça veut dire que toute une partie de la transition dans le football, dans le supporterisme des tribunes, dans la manière dont les gens ont supporté les clubs dans les tribunes, et donc aussi dans la montée, si tu veux, voilà, d'une manière plus hard, plus dure, de supporter les clubs, etc., de confrontation. Tout ça, on a quand même été fort épargnés, de par le fait que, voilà, on était souvent, beaucoup longtemps en 3e division, et à part qu'on avait peu de matchs où des tensions pouvaient naître. Il y en avait, mais on les vivait de manière ironique. Donc, comme les unionistes dans le temps des années 30, 20, où tout le monde vivait ça, pas qu'à l'Union. Dans les autres clubs de football, c'était la même chose. C'est-à-dire, les gens étaient mélangés d'abord, puis parfois ça se disputait, ça buvait un coup ensemble. C'est pas qu'on vivait moins intensément le résultat, d'ailleurs. Il y a quand même une pièce de théâtre qui a été écrite sur les années 30, comment la rivalité entre nous et le Dering, l'Union et le Dering, avec Bosmans et Copenhague, ça montre bien que, évidemment, c'était très ressenti. S'il l'a écrit, c'est que c'était ça qu'on voit dans les cafés, dans la ville, dans les quartiers. Cette rivalité se vivait de manière très très intense. Mais elle se vivait à la bruxelloise, quoi. Elle se vivait, voilà. Et ça, je dirais, à l'Union, on a réussi, si tu veux, à le conserver, aussi parce qu'on n'a pas joué en première division pendant longtemps. Ça, c'est vrai. Et maintenant, je veux dire que ça pouvait être une crainte, mais ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même... Alors, il y a évidemment le nombre fait que tu as... Alors, surtout même quand on joue en Europe, on se retrouve en finale de coupe et tout. Mais tu arrives en finale de coupe, tu as 18, 20 000 à peu près supporters unionistes. L'atmosphère était incroyable. Voilà,
Alors après, il y a des cas, il y a des problèmes, mais comme dans tous les stades de Oui, foot, mais sur des cas comme isolés, il y en dans a tout, toujours. Ouais. ça c'est aller chercher ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très très rassurant finalement de voir que il y a de nouvelles générations qui arrivent, si tu veux, qui s'implantent, parce que les gens qui viennent au stade aujourd'hui, évidemment, ben oui, il y a une partie de, on va dire, de bobos, il y a une partie de, on va dire, d'expatriés, hein. Et puis il y a toujours une partie de fils de génération d'immigrés, Ouais. qui sont, et puis de gens du quartier. Et ces choses-là, il y a un mélange. Il y a un mélange incroyable en fait. Il y a un mélange, quoi. Il y a un mélange qui est générationnel, mais qui est aussi d'origine, qui est social. Il y a un mélange dans les gradins de l'Union. Et d'ailleurs, il y a un mélange, que ce soit en tribune assise et en tribune debout. C'est parce qu'en tribune, on pourrait croire, en tribune debout, il y a un certain public, en tribune assise, il y en a un autre. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que tu as des personnes âgées aussi qui veulent aller en tribune debout et d'autres plus jeunes qui veulent aller en tribune assise, couverte. Oui. Tu vois, donc, voilà, je pense que là, la différence, c'est vraiment de vivre le match assis ou plutôt de le vivre debout. Oui. Hein. Donc, chacun, après, appréciera et choisit. C'est pas du tout la même expérience. Moi qui ai déjà eu l'occasion de... Enfin, malheureusement, j'ai pas d'abonnement en tribune debout, donc je suis plus souvent assis que debout, mais j'ai déjà eu l'occasion d'être invité en tribune debout, et c'est vrai que l'expérience est complètement différente, même quand... Ou par exemple un déplacement, les déplacements, c'est aussi encore complètement différent. Bien sûr. Oui, oui. Mais donc, ça c'est pour dire le vécu le jour de match, si tu veux, c'est quelque chose de très particulier, et c'est vrai que jusqu'à présent, ce vécu, on a réussi à transmettre cette atmosphère, cette ambiance, cette idée de football, de passion, de comment on vit la passion pour un club, bon, à notre manière, tu vois. Après, je dis toujours, c'est pas nécessairement, c'est pas mieux qu'une autre, hein, c'est pas ça, c'est différent. Ouais. C'est notre manière à nous. Et puis d'autres la vivent d'une autre manière, et c'est aussi bien, tu vois. C'est pas ça. C'est que c'est notre manière à nous de le vivre. Et si tu te trouves bien à l'Union, c'est parce que tu aimes cette manière-là de le vivre, tu vois. Après, c'est vrai que, par exemple, ça favorise beaucoup un public familial, un public avec des enfants, un public féminin. Ça favorise beaucoup, je dirais aussi un public de personnes éventuellement qui sont sympathisants, qui ne sont pas nécessairement, tu vois, des acharnés. Oui. Mais ce qu'il y a c'est qu'après, tu prends goût. Oui. Et donc tu reviens. Et il faut du temps, hein, parce que comme dans toute chose dans la vie, c'est pas voilà. Après, petit à petit, tu prends goût, tu reviens, etc., etc., quoi. Donc l'Union, je suis très heureux parce que beaucoup de gens me disent oui, mais est-ce que tu regrettes pas quand vous étiez 500, 1000, finalement vous connaissiez tous, vous alliez au clubhouse après, les joueurs venaient au clubhouse, faisaient la fête jusqu'à 4-5 heures du matin, avec les joueurs, tu vois, chose impossible, évidemment, inimaginable aujourd'hui. Je dis oui, mais en même temps, quand on était 400-500 en tribune en pourtour et 300-400 en face, donc 1 millier dans le stade, quelque part, on rêvait, on se disait oui, mais on jouera peut-être un jour à nouveau en première division, hein. Et puis ce serait quand même bien d'avoir le parc du Den plein, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, tout à coup, maintenant il est plein, il est sold out, tu vois, après, voilà. Ok. Oui. Et justement, on y a rêvé. Et ça fait quoi, On y justement? a rêvé, parce qu'on je s'était me pose- toujours dit, moi je me souviens de discussions qu'on avait avec les supporters un peu actifs de l'époque, dont Yves, mais d'autres, hein, Steve, il y en a d'autres. Et avec nos dirigeants de l'époque, que ce soit Feu Swalens, Feu Ravasio, ou même Enrico Bové, président après, ou Mikkelsen, le président Mikkelsen à l'époque, et que il ne comprenait pas, il dit mais vous vous rendez pas compte que l'Union, c'est comme si vous étiez sur un gisement de pétrole et que vous vous rendez pas compte, vous l'exploitez pas, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes en train de chercher le puits d'eau et vous avez le puits de pétrole. Il dit, enfin, c'est peut-être pas la bonne analogie, mais non, mais je sais ce que tu veux dire. vous vous rendez pas compte que le jour où l'Union se réveillera, hein, ça va faire boum dans le monde du football belge.
Et c'est ce qui s'est... Et ça fait boum. Et c'est ce qui s'est produit. Ouais. Et c'est qui s'est produit. Tu Ouais. vois. Après, il faut évidemment qu'il y ait, si tu veux, des coïncidences, enfin qu'il y ait des choses qui s'embriquent, hein, qui se mettent ensemble, qui est à la fois un projet sportif qui tienne la route, un projet économique qui tienne la route, et que ce que nous pensions, c'est-à-dire un retour de supporters et un nouveau supporterisme, parce que beaucoup de gens disent oui, mais maintenant il n'y a que des supporters qui viennent parce qu'il y a la D1, il y a les résultats de la D1 et tout. Il y a une partie qui est attirée par ça, mais il y a aussi toute une partie de gens qui viennent et qui sont effectivement des personnes qui, peut-être comme moi, enfants, venaient à l'Union, ou dont les parents venaient à l'Union, donc de manière sincère, hein, ils le disent de manière sincère, mais qui ne sont pas venus pendant 30 ans, hein, mais je veux dire, mais qui sont revenus. Donc il y a une partie de l'unionisme qui a retrouvé des couleurs, il y a une partie de nouvelles personnes, et vu que l'Union reflète vraiment son territoire, parce que je pense que le football à Bruxelles reflète beaucoup les territoires, beaucoup, Ouais. et donc notre territoire à nous, bah, il change, il y a des nouvelles populations, il y a une nouvelle démographie, hein, une gentrification aussi, hein. Et ça se reflète dans le stade, tout simplement. C'est-à-dire que si tu retrouves, tu es un peu comme le miroir du territoire, parce que c'est quand même très territorial, le football, en tout cas à Bruxelles, à l'Union. Hein. À l'Union et de l'autre côté du canal, chez nos rivaux aussi. Après, Anderlecht, c'est un peu différent. Parce qu'évidemment, c'est un club qui a une dimension depuis maintenant Une dimension nationale, en fait. Ouais. Et donc, ils ont, voilà, c'est un peu différent, même s'il y a quand même un fond, enfin une base de supporterisme bruxellois, anderlechtois très fort. Hein. Il faut pas je trouve que quand on généralise trop, ça ne va pas. Il faut le reconnaître. Je dis, il y a des et qui est particulière et qui n'est pas celle de Molenbeek et qui n'est pas celle de l'Union. Ce sont des bases différentes et des manières de vivre le foot souvent qui sont différentes. Et qui sont tout autant respectables les unes que les autres. Mais donc nous, on a notre manière à nous, et elle reflète notre territoire, elle reflète notre histoire, et donc aussi cette, cette transmission qui se fait en termes de supporterisme. Et il faut effectivement... Alors, c'est très chouette, tu vois, il y a eu un renouveau avec beaucoup de clubs de supporters nouveaux qui ont été créés, hein, ces dernières années. Et c'est très bien, c'est un éveil qui est important, parce que tout à coup, il y a des jeunes pousses, des choses qui naissent, et on verra où elles vont. Certains, ce sont des groupes qui ne sont même pas des clubs, mais c'est des trucs informels, enfin, tu vois, dans la tribune, des gens qui se retrouvent, des amis qui se retrouvent, et puis qui vont en déplacement ensemble, et puis qui se donnent un nom, et puis qui boivent un coup ensemble, et puis qui invitent d'autres gens à venir, et puis qui décident de faire un déplacement, et puis ils louent un minibus, et puis ils commencent à faire des minibus à partir d'un café où tout le monde se retrouve. Tiens, merde, je suis en train de raconter l'histoire des Boys, mais tu vois, mais c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à la fois de nouveaux clubs, on va dire, plus voilà, organisés, structurés, et puis aussi beaucoup de personnes de groupes informels, toi, dans la tribune, qui se retrouvent à certains endroits, parce qu'évidemment en tribune c'est plein, donc il y a 4500 personnes, et puis tu as des gens qui vont à tel endroit pour le match, d'autres qui vont à tel endroit, et se retrouvent le jour de match, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc il y a des mini petits groupes comme ça qui se autodéfinissent, hein, de manière très... Ça c'est la Svans unioniste, et qui se charrient, qui se donnent des noms, etc. Voilà, hein, le Trapusside, les boules de Berlin, je sais pas moi, le Fokker Bar, hein, voilà, et chaque fois il y a et donc ça caractérise, et puis il y en a d'autres, hein, parce que j'ai déjà entendu d'autres noms, donc c'est très vivant, en fait la tribune est très vivante, et ça c'est très très bien, et le fait qu'il y ait des clubs qui naissent c'est très bien, parce que il faut savoir que ça c'est par rapport à l'histoire du club, je dirais, ça c'est une des caractéristiques, c'est déjà avant la Première Guerre mondiale. Je dirais le nombre de clubs de supporters qui s'étaient créés autour de l'Union est phénoménal. Hein.
dans notre partie de ville, mais aussi au centre-ville. Marolles, évidemment, ont toujours été unionistes, mais là, c'est impressionnant. Hein. Chaque café avait son club de supporters, et alors ils posaient devant le club, ils avaient leur drapeau, tu vois, leur porte-drapeau, leur président, et il y avait des défilés qui étaient organisés avant les matchs, avec, on a publié dans les bouquins justement des photos de ça, où tu as tous les représentants des clubs de supporters avec le porte-drapeau, tu vois, habillés endimanchés, quoi, et qui font le tour du terrain avec tous les drapeaux et la fanfare, etc. Avant les matchs, tu vois. Donc ça c'est le folklore de l'époque, on va dire d'avant la Première Guerre mondiale, mais aussi dans l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 20. C'était quand même encore très, très marqué cette chose, 20-30. Mais il y avait énormément de clubs de supporters, énormément. Donc la vie, je dirais, associative liée autour de l'Union était très, très, très importante. On n'a pas idée aujourd'hui de ça. On n'a pas idée, si tu veux, de comment vraiment dans le territoire, quand je parle de la territorialité, c'était quelque chose qui marquait la territorialité, hein. C'est-à-dire jusqu'où allaient les cafés des supporters. Par exemple, au centre-ville, de ce côté-ci du canal, le coin du diable, Devilshoek, c'était unioniste, tu vois, mais la rue après, c'était le Dering. Ouais. Tu vois, donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était très marqué. Et ça se marquait notamment par les cafés, évidemment. Par les cafés, parce que c'était les endroits où les gens se retrouvaient. Et encore aujourd'hui, les groupes ou clubs de supporters ont leur stand café, bien entendu. Ouais. Parce que finalement, c'est là où tu te réunis. C'est là où tu te retrouves. Hein, tu te retrouves, et puis à un moment donné, tu dis, tiens, mais écoute, on irait en déplacement, on irait bien en faire un déplacement ensemble, ok, on fait un déplacement, 2, 3. Puis la saison d'après, on dit, mais tiens, mais... parce qu'on n'organiserait pas quelque chose, tu vois. C'est un peu... c'est ça, quoi. Et donc, je trouve que cette vie qui ressurgit, enfin, ça me fait très plaisir de voir ça, et de voir autant de jeunes, et surtout d'enfants, de familles d'enfants, ouais, au stade, parce que c'est très important, parce que finalement, ça, c'est l'avenir, tu vois. C'est des jeunes qui, à mon avis, la plupart reviendront à l'Union. Ouais. Et donc, ça laisse... ça donne vraiment un sentiment de continuité, et de continuation. Mm-hmm. Et si aujourd'hui ils vivent le match avec l'ambiance qu'il y a à l'Union, ben on peut espérer, on peut imaginer qu'ils vont demain, je dirais, reproduire, ouais, cette chose, tu vois, et être aussi eux ceux qui vont transmettre à d'autres, aux générations suivantes, je dirais, la manière de supporter l'Union, la manière d'être unioniste, ce que c'est les valeurs unionistes, ce que c'est notre identité, notre DNA, si tu veux. Ouais, voilà. Tu mentionnais les Boys tout à l'heure. Comment ça s'est créé en fait, ce groupe Union Boys? Comme tous les groupes, ça se crée de manière un peu informelle en fait, hein, au départ. Mais c'est-à-dire que comme groupe, comme groupe d'amis, on existait déjà avant. Ouais. Dans les années 90, en fait, c'est des jeunes qui se retrouvent au DNA, qui se retrouvent sur le parvis, à l'époque, au renouveau du parvis, enfin le début qui commence à la brasserie de l'Union, donc ouais, le redémarrage avec Johnny, hein, qui remet en route la brasserie de l'Union au milieu des années 90, hein, et puis il y a le DNA qui existait déjà dans les années 80, la scène musicale. On était souvent des personnes qui se retrouvaient après à des concerts ou après des concerts, etc. Et puis voilà, on allait voir l'Union. C'était un club qui était... c'était chouette d'aller au Duden, quoi. C'était une chouette atmosphère, une chouette ambiance pour qui aimait le football et tout. 3e division, c'était pas un grand football, hein. Souvent c'était vraiment pénible, on va dire. Faut le dire. Et puis on se retrouvait au café, etc. Et puis petit à petit, c'est comme ça que ça a pris, hein, à un moment donné, c'est pour ça que dans les premiers t-shirts, il y avait Union Boys Scale Aside versus Dynamite. C'était une manière un peu ironique, hein, de dire voilà, nous sommes un side, nous sommes le Scale Aside. Et donc, oui, ça c'est les années 90, tu vois. Et après, ce qui s'est passé, c'est que des jeunes de l'époque sont arrivés. Nous, on était déjà un peu plus âgés. Et les jeunes de l'époque sont arrivés à la fin des années 90, au début des années 2000, fin des années 90, et nous ont dit, ben voilà, nous,
on aimerait bien quand même faire un groupe plus ultras, quoi, plus, je dirais plus, parce que nous on était plutôt du côté foot britannique, tu vois, je veux dire, pas, on n'était pas, voilà, on chantait quand il fallait, on y allait, mais c'était pas structuré comme, et eux voyaient ça, évidemment, les images à la télé, des groupes dans les années 90, voilà, 80, 90, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs, et donc ils étaient inspirés par ça. Et donc les plus jeunes, qui étaient des adolescents, qui avaient peut-être 20 ans maximum, sont venus nous trouver, nous qui étions plus âgés, d'une autre génération, et nous ont demandé de faire un groupe, tu vois. Et donc on a décidé de se mettre ensemble, et c'est comme ça que les Boys sont nés, de la fusion entre entre les anciens des jeunes et les jeunes. Et aujourd'hui, on est déjà passé, parce que ceux qui étaient jeunes à l'époque sont anciens. Sont les anciens, il y a une nouvelle génération de jeunes. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui a pris, et cette génération de jeunes est déjà en train de vieillir, et donc il y en a certainement une autre qui va arriver, parce que les générations en supporterisme sont très courtes. C'est-à-dire que c'est l'époque de ton adolescence, de ta jeunesse. Oui, et puis une fois que tu te maries, tu as des enfants, tu travailles... Non, tu continues, mais différemment. Mais différemment, t'es moins... Oui, voilà, exactement. Donc je dis, les générations en supporterisme sont relativement courtes. Après, il y a des exceptions, bien entendu, mais je veux dire... surtout dans des clubs, dans des groupes, on va dire. Pas des clubs, dans des groupes comme les groupes ultras, où il y a, je dirais, quand même une activité qui est intense, qui est requise, tandis que dans les clubs, je dirais, plus formels, plus clubs de supporters, etc., c'est un peu différent, parce que tu as le comité, tu as des anciens, tu as des plus jeunes, mais voilà, c'est-à-dire que la transition générationnelle se fait, mais elle se fait plus lentement. Ouais. Dans les groupes ultras, dans les tribunes, la transition générationnelle se fait beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc les Boys sont nés comme ça, sur une idée, c'est une histoire d'amitié, quoi. C'est une histoire d'amitié. Et ce qui est déjà très intéressant, parce que souvent les groupes naissent, comme je te disais, ou les clubs naissent parce que c'est un groupe d'amis qui se réunit et puis qui donne vie à un club, etc. Dans le cas des Boys, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est deux générations qui se sont retrouvées. Et déjà maintenant, il y en a une autre. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une transmission de génération en génération, tu vois, de l'être Boys, de la manière de vivre le match, de la vivre de cette passion-là, etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas souvent le cas, tu vois. C'est pas souvent le cas qui est, si tu veux que ça naisse d'une rencontre entre des gens qui ont 35 ans et des gens qui ont 20 ans, tu vois. C'est pas tout, parce que, voilà, il faut marier, hein, le cas de le dire, des idées, mais aussi des modes de vivre le foot qui parfois sont différentes. Parce que c'est clair que de génération en génération, il y a aussi des changements, tu vois. Voilà, il y a plein de choses qui changent, et donc forcément ça se répercute aussi dans le stade. Ce qui est important, c'est de garder l'identité du club, l'identité du supporterisme, parce que l'identité du club, c'est beaucoup les supporters qui la donnent, hein, parce que c'est eux qui la transmettent. Oui, bien entendu, il y a des joueurs fabuleux qui reviennent voir l'Union, d'autres qui sont décédés mais qui venaient. Donc c'est des figures légendaires ou des figures importantes dans l'histoire du club qui viennent encore de temps en temps. Enfin, Danny vient souvent, hein, mais Henri Petersen, voilà, puis d'autres sont décédés. Ils viennent, moi, Zala Mena vient assez régulièrement. Il y a des gens qui viennent encore régulièrement. Kums, par exemple, parmi les plus récents. Et d'autres, Ignazio Cocchiere, tu vois, il y a des anciens qui viennent, et d'autres qui viennent régulièrement, qui essaient de venir, hein, Jules, Francis, tous. Il y en a beaucoup, en fait, qui viennent à l'Union récemment, Malky, il y en a beaucoup qui reviennent, en fait. Mais là, ils reviennent, c'est des figures du club, et alors certains d'entre eux
deviennent plus supporters, on va dire, deviennent supporters, donc ça c'est bien. Mais ce que je dis, la transmission, c'est le supporter qui va la faire, tu vois, parce que la plupart du temps, le joueur, après, une fois sa carrière finie, soit il habite d'une autre ville, soit il va jouer dans un autre club, soit, tu vois, donc il garde en lui le souvenir de son passage à l'Union, et souvent, après, il en est fier, ou voilà, il le revendique, ou il revient voir de temps en temps le club. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Tandis que le supporterisme, c'est une transmission vraiment générationnelle dans la tribune. À ce niveau-là, c'est très très important. Mais il y a des figures de joueurs qui restent importantes, quoi, qui restent légendaires, et qui au-delà de ceux qui ont écrit l'histoire en termes avec le grand H, c'est-à-dire de ceux qui ont vraiment été des légendes au niveau sportif du club, il y a des personnes qui incarnent, si tu veux, qui incarnent bien l'Union, quoi. Voilà, en tout cas qui ont incarné l'Union. Ouais. Si on revient sur la période, on va dire, je crois que c'était 2017, quand les Anglais, Tony Bloom et Alex Musion ont débarqué à l'Union, je peux imaginer, pour les supporters qui ont tout connu avant, quel était un peu, le sentiment, déjà ton sentiment à toi, est-ce que tu partais avec plutôt un esprit en te disant, voilà, optimiste, confiant, en se disant, voilà, ça va nous apporter les moyens nécessaires à faire évoluer le club, ou il y avait plutôt une crainte justement de perte d'identité Pour moi, la question de la perte d'identité ne s'est jamais vraiment posée, tu vois ce que je veux dire. Ce qui se posait comme question, c'était au départ, c'était sur le sérieux de l'entreprise, du projet. Il ne faut jamais oublier que quelques années auparavant, on avait eu des Italiens qui étaient venus, une société qui s'appelait la 009, et qui avait racheté, pas la totalité, mais je crois que c'était 80% des parts de l'Union, et il restait des parts minoritaires, notamment à la commune, et puis à des disons, on va dire comme ça, des actionnaires minoritaires, on va dire. Mais ils étaient quand même en majorité. Et voilà. Et normalement, ils étaient supposés venir développer un projet professionnel. On était en 3e division. Nous étions en 3e division. Et donc, déjà, les gars qui arrivent en 3e division, et eux, si tu veux, ils avaient beaucoup, comment dirais-je, ils étaient très, dans les paroles, ils étaient très confiants, très, comment dirais-je, rassurants, et en disant, voilà, ils avaient un slogan, c'était le droit d'y croire pour nous, le devoir de le faire pour eux. C'était leur slogan de campagne pour la première année, pour les abonnements, la première saison. Et donc, un beau projet, quoi. Mais le problème, c'est que, oui, et en fait, leur modèle à eux était un modèle qui était plus un modèle de faire du business en transférant des joueurs. Tu vois, mais en 3e division, je veux dire, donc prendre des joueurs d'Afrique ou d'ailleurs, ou même d'Italie, peu connus, etc., de les amener, et puis de les faire jouer à l'Union, mais comme club de passage. C'est ça, en transit en fait. Mais le problème, c'est que tout ça s'est effondré très rapidement, parce que, je veux dire, il n'y avait pas réellement derrière un vrai savoir-faire professionnel, il n'y avait pas l'argent nécessaire, en tout cas. Et les joueurs qu'ils ont amenés étaient tout à fait... tu te demandais pourquoi ils étaient là, quoi, tu vois. La plupart du temps, c'était vraiment... Ils n'apportaient rien, en fait. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est ce trafic qu'il y a, tu vois. Et donc là, ça a été une douche froide, parce que non seulement on a failli descendre en 4e division, mais aussi le club était de très mauvaises eaux financières. Et donc c'est là où, grâce à l'activité de notre ancien président, donc Alain Van den Bort, qui connaissait un investisseur allemand, Jürgen Bach, qui est après devenu aussi président, et en fait Alain, qui était supporter, a amené Jürgen à l'Union, d'abord comme sponsor, et puis l'a convaincu à racheter les parts de la 009 comme un investissement qui allait être un investissement productif, tu vois.
Et Jürgen s'est pris au jeu, parce qu'il est venu évidemment au Parc du Den, il a vu l'ambiance, l'atmosphère, ça lui a plu. Et grâce à lui, je dirais en tout cas, le club a connu, si tu veux, une période de stabilisation financière, hein, de remise en ordre des comptes, parce qu'il a injecté de l'argent, et il y a eu un semi-professionnalisme. Avant, c'était vraiment l'amateurisme, hein. Il y a un semi-professionnalisme qui s'est mis en route. Mais ce n'était pas vécu comme des étrangers, parce que Jürgen, comme moi je suis un Italien de Belgique, lui c'est un Allemand de Belgique, donc c'était vécu comme quelque chose de l'intérieur. Et ça s'est relativement bien passé, puisque grâce à lui, on est quand même monté en deuxième division, puis en D1B. Et là, il y a eu le double effet, c'est-à-dire l'effet de Jürgen par rapport à l'argent, aux finances, qui ont permis la stabilisation et la remise en ordre des comptes de l'Union. Et d'autre part, il y a eu le fait que la commune, et notamment sous l'action décisive du bourgmestre de l'époque, qui était aussi un ancien président de l'Union, président de l'honneur de l'Union, président d'honneur de l'Union aujourd'hui, donc Charles Piquet, qui a fait passer au collège communal de Saint-Gilles la remise en état du Duden, pour le mettre en tout cas aux normes de la D1 belge. Donc du football professionnel, pas seulement la D1, même la D1B, donc deuxième et première division. Et ça, ces deux choses conjuguées ont permis à la fois le saut en D1B, mais là où, après, si tu veux, la barre, comme pour un sauteur en hauteur, était trop haute, après, pour passer en D1, tu vois, parce qu'il faut des moyens, et il faut passer du semi-professionnalisme au professionnalisme. Et c'est à ce moment-là que Jürgen a trouvé les acheteurs anglais. Hein. Et il l'a fait aussi parce que cette licence-là, il fallait la licence, on l'a eue grâce à feu M. Wemals, Auguste Wemals, dont je reparlerai peut-être à un moment à la fin, parce que c'est une figure importante qui vient de décéder récemment, qui quelqu'un d'important par rapport à l'histoire du club, et donc qui est arrivé comme actionnaire de minorité, hein, mais quand je dis actionnaire de minorité, il a quand même mis 1 million ou plus sur la table pour permettre à l'Union d'avoir la licence. Donc son action était, si tu vas compléter l'action des deux autres, elle était décisive, ça a permis d'avoir la licence, avec la licence, la D1B, ça a permis aux Anglais d'arriver en D1B. Voilà. Et quand ils sont arrivés, évidemment, le premier souvenir, c'est ce que s'était passé juste quelques années auparavant, 4-5 ans auparavant avec les Italiens. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce cas de figure-là? Est-ce que c'est ce modèle-là? Mais très vite, on a compris que c'était un autre modèle. C'était un autre monde. Hein. Non seulement parce qu'il y avait des deux, en fait, on ne connaissait pas bien Alex. Hein, les supporters ont appris à le connaître par la suite. Mais évidemment, tout le monde connaissait de nom, en tout cas, Tony Bloom, ce qu'il avait réussi à Brighton, son club de cœur, entre parenthèses, hein, voilà, dont il était supporter. Son grand-père l'amenait à Brighton voir les matchs, hein, donc quand il était enfant, voilà, une autre histoire de filiation. Et donc, on s'est dit, il y a quand même là quelqu'un qui vit le foot, qui connaît le foot, c'est pas juste du business. C'est pas que financier. C'est pas juste un fonds d'investissement de Singapour ou de je sais pas où, des Émirats ou voilà. Hein, il y a aussi la passion. Ouais. C'est pas un oligarque russe qui doit blanchir de l'argent. Il y a quelque chose derrière. Et il y a un mode de travail. Et il y a un mode de travail qu'on a vu directement. Et moi, la première chose qui m'a rassuré vraiment c'est et ce qui à l'époque a fait réagir beaucoup certains supporters, c'est quand ils ont décidé d'investir au centre d'entraînement à Lire, et donc d'amener l'équipe première s'entraîner à Lire, donc plus à Bruxelles. Hein. Et pour moi, ça c'était le signe, au contraire, c'était le signe du professionnalisme. Parce que, il fallait investir de l'argent pour un centre d'entraînement adéquat pour du professionnalisme, alors qu'on s'entraînait dans des conditions que même en provincial tu n'as pas à l'Union, même en D1B, en provincial,
Il n'y a pas ces conditions-là. Ok, d'accord. C'était inimaginable. Bon, c'est des terrains communaux. Il n'y avait pas, si tu veux, il n'y avait pas les moyens. Mais aucun président et aucun membre du comité de l'époque, du conseil d'administration, personne n'est jamais venu en disant la première chose qu'on va faire, on va investir dans des terrains d'entraînement et dans un complexe, si tu veux, où les professionnels peuvent s'entraîner correctement. Tu vois. Ça, pour moi, c'était le signe, tu vois. Alors, je m'en fous qu'il soit à Lire. Tant mieux. C'est 40 km de Bruxelles, quoi. Je veux dire, je pense que le centre d'entraînement de Chelsea est à plus de 40 km du stade de Chelsea. Je pense. Ou de Tottenham, ou d'un... Enfin, tu vois, il faut quand même... Donc, c'est pas ça. C'est pas le fait que c'est... Bon, évidemment, c'est à Lire, c'est dommage. Ils habitent plus vraiment à Bruxelles, pas tous, hein. Certains habitent Bruxelles, mais la plupart habitent plutôt là-bas, Anvers, etc., ou dans les environs. C'est logique, c'est des professionnels. Mais entre ne pas avoir un terrain d'entraînement professionnel et des structures d'entraînement et les avoir, il y a une grande différence. Et là, quand tu vois que tu fais cet investissement-là, c'est le premier que tu fais, ça, c'est important. Parce que ça veut dire que tu sais la maison que tu vas construire. Et tu commences par la construire à la base. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ils sont intervenus petit à petit, mais ils ont amené du professionnalisme aussi dans la gestion du club. Hein, dans la gestion du club. Dans l'aspect administratif, financier, etc. Alors, ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses qui, beaucoup de gens le savent, se plaignent à l'Union du fonctionnement, du mauvais fonctionnement de certaines choses au club. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a grandi très très rapidement avec un nombre exponentiel de supporters, de demandes. Hein, l'équipe de travail a des matchs, un match tous les 3 jours. C'est vrai pour les joueurs, mais c'est vrai aussi pour tous les employés du club qui doivent toujours préparer le match suivant, même si c'est en déplacement, même si c'est en Europe. Que ce soit la structure de communication, de merchandising, d'organisation, etc. Donc il y a tout un travail derrière qui implique, et malgré tout, le club reste limité en termes financiers. Hein. Et donc, à l'époque, hein, quand j'étais au conseil d'administration, à l'époque, je me souviens que le nombre d'employés que le club avait correspondait, donc je ne sais plus si c'était dans les 40, 35, 40 employés fixes, hein, correspondait juste au nombre d'employés qu'Anderlecht avait en communication, okay, dans le secteur communication, réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, eux avaient ça pour juste ce secteur-là, et ça, c'était tout ce qu'il y avait à l'Union, pour tout. Pour tout. Ouais. Donc, il faut quand même se rendre compte que, évidemment, la demande est énorme. Les gens demandent, évidemment, demandent de l'efficacité, demandent... voilà. Et il y a bien entendu des erreurs, il y a des choses, et ils apprennent, et les équipes à l'Union apprennent, de saison en saison, ils apprennent aussi à gérer tous ces problèmes, on va dire. Donc je ne leur jetterai pas la pierre, hein, et souvent ils sont très dévoués, tu vois, donc ils sont très dévoués, mais ils sont débordés, voilà, il n'y a pas le personnel qu'il faut, et parce que tout simplement le club a aussi des problèmes, si tu veux. Parce que souvent, on pense que voilà, il y a un milliardaire derrière, il y a un fonds d'investissement, il y a Muzio, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut dépenser ce qu'on veut. Hein. Les finances sont saines, heureusement. On a un surplus au niveau du bilan du club. Hein. Je veux dire, en capital propre, on est en positif. C'est toutes des choses magnifiques par rapport à où on était, par rapport à d'où on vient dans notre histoire. C'est vraiment formidable. D'où l'enjeu d'avoir un outil qui soit un outil adapté au football professionnel d'aujourd'hui, c'est-à-dire un stade adapté au football d'aujourd'hui, professionnel. Et ça, c'est indispensable, parce que ça veut dire multiplier par 3 minimum les revenus d'argent. Et ça veut dire que ton budget devient plus conséquent. Ça veut dire que tu peux te permettre... Par exemple, au niveau de l'organisation, d'engager un peu plus de monde, donc pour répondre aux besoins. Tu auras plus de monde au stade. Si tu as un stade de 16-17 000 places, tu auras le double de monde, donc tu auras
un peu plus de monde à gérer. C'est à peu près le monde qu'on a à gérer quand on allait à Anderlecht, au Parc Astrid, pour les matchs européens. On était à peu près 16-17. Comme on a été là maintenant au Ezel, on était 16-17. Donc, tu vois, tu as à peu près, c'est ça là, le range unioniste. Mais il faut du monde pour, évidemment, donc il faut des moyens, il faut des budgets. Et puis surtout au niveau sportif, il ne faut jamais oublier, ça te permet de garder parfois 1 an de plus, une saison en plus, certains joueurs. Tandis que là, dès qu'ils sont bons et qu'ils sont bankable, qui peuvent être revendus à un très bon prix, mais le club ne peut pas hésiter. Tu ne sais pas ce qui va se passer avec Boniface l'année d'après, tu ne sais pas ce qui pouvait se passer avec Ounda, tu ne sais pas ce qui pouvait se passer avec Thomas, etc. Ou Amoura. C'est-à-dire, quand tu as une offre, et une bonne offre, tu la prends, parce que tes finances ne te permettent pas de la refuser. Mais ça veut dire que chaque année, tu es obligé de recommencer. Et il y a des années où ça marche tout de suite, et il y a des années où ça marche, et bien cette année, où ça met du temps. Ça met du temps. Ok, ça met du temps, et tu cumules ça avec un entraîneur sans expérience, évidemment, tu additionnes de choses qui font que tu as un début de saison qui est difficile. On va dire. Bon, maintenant, on peut espérer que le déclic s'est produit avec le match contre... D'abord, la prestation contre la Roma solide quand même, et le match contre Genk, que ce soit quelque chose qui soit vraiment un déclic, un démarrage dans la saison. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être étonné. Je dis, il faut quand même se rendre compte de quel budget on parle, d'où on est, de qui. Enfin, je veux dire, on a quand même vendu de nouveau nos meilleurs joueurs. Et l'année d'avant aussi, avec un nouveau stade, avec un outil adapté au football professionnel. C'est pas dans les caisses de Blum et de Mutsu que l'argent va aller, c'est dans les caisses du club. C'est-à-dire, c'est dans les moyens que le club aura de pouvoir conserver certains joueurs, prolonger peut-être certains joueurs avec des contrats. Alors, ils ne vont pas changer de méthode de travail, les Anglais. Ils ne vont pas, tout à coup, aller, comme certains clubs en Belgique, gros contrat pendant 5 ans, très cher, etc. Et puis, tu ne sais plus les payer. Et tu ne sais plus te débarrasser des joueurs. Ça, ils ne vont jamais faire cette erreur-là, tu vois. Mais ils peuvent, à certains moments, décider que tel joueur, on le prolonge. Et qu'on augmente un tout petit peu les salaires de certains. Et surtout qu'on conserve les joueurs. Si un joueur a 4 ans de contrat, tu ne le vends pas après 1 an, tu le vends après 2 ans peut-être. Et l'année d'après, tu gardes la même structure, tu ajoutes quelques joueurs, mais tu deviens encore plus compétitif. C'est un peu ça l'idée, tu vois. La méthode ne va pas changer. Leur méthode, leur analyse de data, leur manière de fonctionner, d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas connus, qui ne sont pas, qui sont pas sur les radars des grands clubs, mais qui sont des joueurs qui peuvent être intéressants, et d'essayer de... Après, quand tu vois, je sais pas moi, Mitoma, Boniface, Mitoma c'était grâce à Breton, mais je veux dire... Undav, Puertas, je veux dire, des joueurs comme ça, tu te rends compte quand même que, voilà, c'est un... Mais Amoura, après, il joue dans, je dirais, entre guillemets, normalement dans les ligues plus élevées que la nôtre, on va dire, dans des championnats plus huppés en tout cas. Et qui s'affirment en Europe, tu les vois jouer, etc., en équipe nationale. David a quand même joue pour la Mannschaft. C'est quand même, je veux dire, il y a quand même des trajectoires qui sont quand même étonnantes, on va dire. Et donc je pense que leur méthode de travail est une méthode qui est encore très juste. La seule chose, c'est que parfois ils ont le petit bras, on va dire, et que par exemple au mercato d'hiver, rarement ils font des investissements, et que le noyau, si tu veux, de l'Union reste, même cette année, mais les années précédentes c'était la même chose, mais reste très, un peu restreint, très court, ici, et puis si tu as une ou deux blessures, on a eu ça avec la défense l'année passée, Borges blessé, McAllister suspendu, tu as directement ta défense qui est désorganisée. Donc en fait, et ça aussi, c'est parce qu'il y a quand même une attention qui est portée sur l'effet budgétaire. Donc on ne va pas engager pour engager, tu vois. Et malgré tout, ça leur donne raison, parce que quand on voit les résultats au niveau financier, ils gagnent de l'argent, c'est positif. Avec des résultats sportifs, ces 3 dernières années, on est quand même 3 fois sur le podium. Bon, on loupe un titre, mais on en gagne un.
c'est la coupe, mais c'est quand même un titre. Et pour nous, unionistes, c'est quelque chose qui signifie beaucoup, Oui. évidemment. Et pour eux aussi, c'est une récompense pour le travail qui a été fait, quand même, pendant 3 saisons, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a derrière, il y a quand même une gestion, à la fois sportive et économique, qui est à souligner. Hein. Même si, après, on peut être critique à certains moments. Hein, je peux être critique sur, comme je dis, le noyau trop court, sur le fait, parfois, l'hiver, d'être petit bras, de ne pas investir dans des joueurs parce que tu es en tête du championnat et tu dis je vais avoir les playoffs et que si j'investis peut-être que voilà je vais pouvoir tuer le championnat comme ça. Et puis après tu as les contre-coups, une année c'était Van Zer qui prend une carte rouge, il y a 8 journées de suspension et tac, tu vois, et puis il revient jamais. Quand il revient, il est plus dans le coup. Il est plus dans le coup parce qu'il est plus dans le rythme. Et c'est fini. Et là aussi, tu étais en tête. Donc il y a toujours il y a un peu ça, tu vois. Mais en même temps, c'est le revers de la médaille. Évidemment, on se plaint de ça, mais c'est le revers de la médaille. Le bon côté de la médaille, c'est que, attends, tu as quand même un club qui est en positif, d'où tu viens, qui a été reconstruit avec du public, avec des médias qui s'intéressent à l'Union, avec des sponsors qui s'intéressent. Je veux dire, avec une image de marque qui va avec. Donc, sincèrement, je trouve ça plutôt bien, quoi. Le bilan est très positif et honnêtement, je pense qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir un bilan pareil. Si par bonheur on devait arriver au titre de champion, ça ce serait évidemment l'accomplissement total, quoi, évidemment. Et bon, ça c'est une autre histoire. Ça va être quand même très compliqué cette saison. Ça va être compliqué en effet. Je voulais évoquer un moment Auguste Wemals. Bon, j'en ai parlé tantôt en disant que c'était quelqu'un qui, à un moment donné, était sponsor du club. Et puis, quand il a fallu, il est intervenu en mettant de l'argent dans le capital du club aussi pour qu'on ait cette licence. Donc, ce qui n'est pas anodin. Personne très généreuse, très, comment dirais-je, immédiate, spontanée. Il a fait ça de cœur parce qu'il est unioniste depuis qu'il était tout petit. Et une belle personne, et surtout, il a initié avec sa femme Elisabeth, ils ont initié l'association dont je fais partie, Paris pour, qui est vraiment très emblématique de ce qu'est l'unionisme chez les supporters, puisque c'est quelque chose qui rassemble des supporters qui viennent de différents clubs, de supporters, des anciens joueurs, des anciens dirigeants, tu vois, des journalistes, unionistes. C'est-à-dire que ça rassemble beaucoup et c'est vraiment sur la solidarité entre supporters, par les supporters, pour les supporters. Et on organise comme ça périodiquement des événements, donc des soirées, soit des barbecues, soit des soirées gastronomiques un peu plus chères. Mais c'est toujours dans l'idée de récolter des fonds. Et on a quand même déjà aidé à 3 reprises les supporters la saison passée, sur l'année. Les supporters doivent savoir que ça existe et que quand on fait des actions, qu'ils nous aident, parce que cet argent-là, après, il est dépensé pour venir en aide à des gens qui sont vraiment dans le besoin, et des supporters qui sont vraiment dans le besoin, quoi. Et ça, c'est une très belle initiative qui, à mon avis, traduit vraiment très très bien l'unionisme, ce que nous sommes, comment nous vivons les choses, etc., quoi. Et une autre personne que j'aimerais évoquer, il y a souvent des joueurs qui sont des joueurs phares, tu vois, des joueurs vedettes, des légendes, il y en a plein dans l'histoire du club, dans les livres on en a chanté plusieurs, de Van Eyck à Paul Van Den Berg, en passant par Dirix, etc., Janssen, etc. Les plus récents, même s'ils n'ont pas joué en D1, comme Danny Host, et puis Henuzet, et puis Zach, Kums et compagnie, Tosh, et j'en passe. Et donc jusqu'à Ignazio et les plus récents, les frères Kabek, même s'ils sont de l'autre côté du canal, quoi, mais c'est quand même... Anthony, c'est quand même notre ancien capitaine, et il est toujours le bienvenu chez nous. Et donc, évidemment, il y a Sotje Van Den Berg, les noms viennent comme ça, Papart, le mythique capitaine de l'Union 60, il y a une foule de personnages qui ont marqué l'histoire, de joueurs vraiment importants aussi. Certains ont joué en équipe nationale d'ailleurs, ont eu des caps, etc. Et puis il y a des gens qui ont joué
dans les périodes moins fastes de l'Union, mais qui ont été très représentatifs du club, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment Henri Petersen qui vient encore souvent au stade, les feux, Schrapp, Verlezen, qui sont déjà décédés, enfin voilà, il y en a plein. Mais il y a une personne, à mon avis, qui, sans être un grand joueur, c'était quand même un joueur important dans le club, c'est une personnalité du club, tu vois, et qui à mon avis traduit bien si tu veux, le siècle unioniste. Le siècle court dans son cas, mais le siècle unioniste. Et c'est Franz Wörskuren. Parce que c'est une figure peu connue. Alors quand on pense Wörskuren, évidemment on pense à la brasserie, au parvis, et à raison, parce que c'est un haut lieu de l'unionisme, et que déjà sa famille avait cette brasserie, et à la fin du 19e, et déjà les Wörskuren étaient impliqués dès le départ, dès le début du XXe siècle, dans la vie associative du club, dans le comité même du club. Donc ils étaient très très impliqués, directement. Okay. Et lui, voilà, depuis tout jeune, il joue dans les classes d'âge, évidemment, à l'Union. Et puis, avant la guerre, donc il débute à l'Union, maintenant de mémoire, hein, 40, 41, il est dans les juniors, enfin dans les classes d'âge avant, et puis il a l'occasion de débuter en équipe première. Donc en fait il arrive en équipe première à la fin des années 30, c'est ça, début des années 40, et donc jeune enfant, il connaît l'Union 60, il les voit jouer, c'est mythe, hein, c'est les joueurs qui l'inspirent, puis il est de famille unioniste. Parce que les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, et puis ceux qui viennent à l'Union maintenant, ou qui sont sympathisants de l'Union, qui passent sur le parvis, Brassy, Wörskuren, c'est joli et tout, il associe un peu à Saint-Gilles, tu vois, mais c'est un lieu important dans l'histoire du club. C'est des gens qui ont vraiment contribué je dirais, à l'histoire de l'Union Saint-Gilloise. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il joue, et puis il devient même capitaine de l'équipe après-guerre, donc il joue pendant pas mal d'années, et sans être un joueur qui va exceptionnel, mais c'est un très bon joueur de première division. Et en fait, après, il s'investit beaucoup dans l'école des jeunes, dans la formation, il devient même vice-président, etc. Et il connaît vraiment le déclin de l'Union par la suite. Et c'est quelqu'un qui, dans les dernières années de sa vie, allait regarder, venait au match évidemment, mais souvent en semaine, hein, il se faisait accompagner par sa femme et il venait au clubhouse de l'Union. Clubhouse, il n'y avait que quelques personnes, et il s'asseyait dans un coin, tu vois, il buvait sa bière, tranquillement. Et je m'imaginais tous les souvenirs qu'il devait avoir de ce clubhouse, de ce stade, de ce qu'il avait vécu, même enfant, avant la guerre, hein, donc dans les années 30, 20, 30, la grande union, les grands joueurs, les vestiaires, les matchs qu'il a connus en D1 et tout ça. Et Franz était quelqu'un de très accessible, mais évidemment, il y avait peu de gens à l'époque, voilà, on discutait, et il discutait de ça, il racontait des anecdotes du passé, et il représentait bien ça, et il était de ceux qui se demandaient je ne reverrai plus l'Union en D1. Donc lui avait joué avec l'Union en D1. Et donc, il représente bien toute cette génération, pendant des années, des décennies, de gens que nous avons connus, nous avons aimés, hein, qui étaient parfois des gens de notre famille, qui sont disparus en attendant le retour de l'Union en D1. En espérant ce retour, quand on était en D3, vraiment c'était un mirage dans le désert. Et Franz, vraiment, c'est la trajectoire, si tu veux, d'un unioniste du siècle passé, hein, du siècle, enfin jusqu'à ce siècle-ci. Donc c'est une trajectoire, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a grandi, et puis qui a joué à l'Union, qui a rempli son rêve comme joueur, évidemment, qui est arrivé, puis qui a continué à être impliqué dans la vie du club, comme jadis son père, son grand-père, enfin voilà, les Wörskuren depuis toujours, et
et qui s'est battu pour ça. Donc, tout en voyant, si tu veux, en vivant année après année le déclin du club. Hein. Donc, c'est quand même très particulier. Et l'autre chose qui est très importante à rappeler de Franz, et qui est aussi très unioniste et qui est un marqueur de l'unionisme, c'est que Franz, c'est un grand résistant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait partie de la résistance, c'est un grand résistant. C'est pas le seul à l'Union à avoir fait partie du réseau de résistance. À l'Union, je parle de dirigeants, hein, ou de joueurs, ou d'employés, enfin du club. Mais c'était quelqu'un qui était très actif et très important dans la résistance. Et ça, évidemment, ça ajoute à la personnalité. Mais c'est quelqu'un qui n'en faisait pas quelque chose... Enfin, il ne l'étalait pas, ouais. Tu vois. Il fallait aller creuser, parler avec lui, parce que c'était pas quelque chose... tu vois, c'est pas quelqu'un qui allait claironner ça, qui faisait un étalage de ça, mais c'est quelqu'un de très, très direct, très vrai, et très... Et c'était très, très chouette, parce que finalement, j'ai eu la chance de le connaître, et que c'était quand même quelqu'un qui pouvait raconter, pas seulement parce qu'il avait vécu, mais aussi pouvait raconter parce que de son père, de son grand-père, il pouvait traduire ce qu'était l'esprit de l'unionisme dès les débuts. Et quelque part, à travers lui, hein, grande figure antifasciste, grand résistant, il y a aussi un lien, il y a une continuité jusqu'à nos jours qui se perpétue. Et puis bon, oui, c'est ça, il y a cette figure-là, cet aspect-là, encore plus que l'aspect sportif, mais dans l'aspect sportif aussi, évidemment. Et puis, le fait qu'à travers lui, il y a aussi l'hommage à toutes ces personnes tous ces supporters qui pendant des années ont attendu un réveil unioniste et qui n'ont pas eu l'occasion de le vivre. C'est ça. Et donc, je dirais aux plus jeunes, vous ne savez pas la chance que vous avez quand même, parce que moi, bon, et donc de vivre maintenant des moments, des déplacements en Europe, et des matchs au sommet, en play-off pour le titre, même si après on les perd, mais bon, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est des atmosphères, c'est une intensité que la famille, le peuple unioniste attendait depuis longtemps. Et donc, et l'apothéose, ça a été, c'était en juin, c'est ça passé, ou en mai, enfin, non, je ne me souviens plus la date, désolé. La coupe. Oui. La finale de la coupe. Oui. Quand même, ce moment d'apothéose et de ferveur, avec quand même 20 000 unionistes, et c'était vraiment une ambiance incroyable. Et là, tout à coup, je me dis, ok, tu vois, l'Union a vraiment... Je n'ai plus de soucis par rapport au fait qu'on continue. Ouais. Tu vois, que ça continue. Oui, donc tu es confiant pour l'avenir. Pour l'avenir, je suis confiant, même si dans le projet professionnel, il faut bien dire que le projet professionnel, je suis confiant par rapport à l'unionisme, mais le projet professionnel, sans un outil adapté, il va certainement... il ne peut pas se développer. Ouais. Ça, il faut être clair. Sans un outil adapté, il ne peut pas se développer. Et ça, c'est parce que les règles actuelles du football et les conditions, etc., font que ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est-à-dire que chaque année, tu dois penser que je dois remplacer 3-4 joueurs, et je dois trouver chaque fois 3-4 joueurs qui sont top, tout de suite. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Parce que je ne peux pas dépenser 20 millions parce que si je peux dépenser 20 millions pour acheter un joueur, alors à ce moment-là, je garde celui que j'ai. Hein. Je veux dire, je lui renouvelle son contrat. Donc, je veux dire, c'est pas ça. C'est que tu es obligé chaque fois de trouver des joueurs, de jeunes souvent, des promesses, hein, des défis, des paris. Et tu dois toujours parier sportivement. Mmh. Et ça, c'est quand même très compliqué. Très, très compliqué, quoi. Et ça demande, évidemment... et donc, le projet, pour moi... Vraiment, le projet professionnel, s'il veut se développer... C'est le stade. Oui, ouais. Ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable. C'est un élément indispensable. Après, l'unionisme en tant que tel, je trouve que, voilà, je suis confiant, et je suis confiant aussi sur le fait que
les nouveaux supporters, ceux qui arrivent à l'Union, etc., viennent aussi parce qu'il y a cette ambiance, qu'il y a cette identité, qu'il y a cette manière de vivre le football qui nous est propre, voilà, et qui, voilà, si tu aimes, tu viens, si tu n'aimes pas, tu vas pas, tu vas ailleurs. Il y a d'autres manières de vivre le foot qui sont tout aussi, je dirais, justes, honorables, respectables, voilà. Mais à l'Union, c'est comme ça, quoi, en tout cas. Et on est, tu le sais très bien, hein, puisque tu es aussi supporter, voilà, on est content d'accueillir les gens de cette manière-là, hein, avec cette attention-là, vis-à-vis d'eux, quoi. Voilà. Top, bah écoute, grand merci, c'était vraiment un récit très 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 passionnant et je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi.